Bonjour. Donc du coup, moi je suis Adrien Ruche, en effet je suis chercheur à l'INRAE à Bordeaux et je fais de l'écologie dans les paysages agricoles. Je m'intéresse à la dynamique de la biodiversité dans les paysages agricoles. Et donc je vais vous faire une intervention sur les effets des pratiques viticoles en agriculture biologique sur la biodiversité. Vous le savez tous, on vit actuellement une crise environnementale majeure, l'effondrement de la biodiversité. Il y a plein d'indicateurs qui mettent en évidence cet effondrement massif qu'on observe à l'échelle mondiale sur un certain nombre de populations, puis à l'échelle régionale pour d'autres. Il y a le rapport de l'IPBES, qui est plus si récent que ça maintenant, mais qui remonte à 2019, qui est donc un consortium de scientifiques internationaux qui ont quantifié, caractérisé l'ensemble des preuves qui permettent d'appuyer cette tendance au déclin, voire à l'effondrement. Et parmi les causes majeures de cet effondrement, bon, il est notable dans les milieux aquatiques et dans les milieux terrestres. Et dans les écosystèmes terrestres, c'est évidemment l'agriculture qui est le driver number one de l'effondrement de la biodiversité. Et il y a plein de facettes à l'intensification des pratiques agricoles qui sont responsables de ce déclin. On ne va pas les détailler ici, mais c'est évidemment une diversité de cultures qui est, qu'elle soit génétique ou spécifique, qui est très limitée et qui est plus petite ou plus basse qu'avant. L'utilisation importante de produits phytosanitaires et d'intrants par unité de surface qui est en augmentation si on prend un peu des pas de temps évolutifs. Et surtout une dégradation forte des habitats et une destruction importante, une fragmentation des habitats dits semi-naturels qui sont des habitats importants pour la biodiversité, pour tout un tas d'espèces qui vont trouver dans ces habitats des ressources pour réaliser leur cycle de vie, se reproduire, se disperser, etc. Et donc la biodiversité, c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est la biodiversité, parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est pas que le nombre d'espèces, c'est pas que l'abondance des organismes, c'est aussi la diversité génétique, c'est aussi la diversité des fonctions que ces organismes rendent dans les écosystèmes ou réalisent. Et c'est aussi la diversité des écosystèmes à des échelles macro, paysagères, voire territoriales ou nationales. Il y a plein de raisons de vouloir conserver la biodiversité. Il y a des raisons philosophiques, il y a des raisons patrimoniales, il y a des raisons utilitaires. Il serait juste important d'insister un peu sur un point ici, c'est un des enjeux forts, c'est le fonctionnement des agroécosystèmes ou des écosystèmes de manière générale. On sait maintenant que la biodiversité, c'est le moteur du fonctionnement des agrosystèmes et des écosystèmes en particulier. Il y a plein de preuves, encore une fois, en écologie qui montrent ça. Ce qui veut dire que comme on a construit l'intégralité de nos sociétés ou de nos civilisations sur l'exploitation des ressources naturelles, si on dégrade ces ressources naturelles, on limite la durabilité du fonctionnement des écosystèmes ou des agroécosystèmes, et donc très concrètement, on se tire une balle dans le pied, Donc rien que pour cette raison qui est très finalement anthropocentrée, il y a une raison importante à conserver la biodiversité et son fonctionnement qui est un équilibre dynamique, qui n'est pas figé dans le temps. Donc nous, on est une équipe de chercheurs en écologie, on travaille sur la dynamique de la biodiversité et on cherche à répondre à trois grandes questions, qui est la première, c'est quel est le rôle de la biodiversité dans les paysages agricoles ou viticoles en particulier. On cherche par exemple à savoir qui mange qui dans les paysages viticoles pour savoir si on peut favoriser la présence d'espèces auxiliaires. On essaye de caractériser les effets des changements environnementaux sur la dynamique de la biodiversité et des fonctions qu'elle rend. Les changements environnementaux, c'est large, ça peut être des changements de pratique, des changements d'utilisation des terres ou le changement climatique, par exemple. Et enfin, on essaye dans un but un peu plus opérationnel, d'identifier comment on peut arriver à construire des paysages viticoles qui permettent de concilier préservation de la biodiversité et production viticole. Je vais insister surtout sur la deuxième question et en prenant évidemment en compte l'exemple de la viticulture biologique et de la biodiversité pour essayer de voir quelles sont les preuves, quels sont les résultats qu'on a sur les effets des pratiques viticoles à l'échelle parcellaire et à l'échelle paysagère sur la biodiversité. Pour répondre à ces questions, on utilise différents dispositifs, et c'est important que je prenne 2 minutes pour, peut-être pas 2, mais 30 secondes, pour vous expliquer comment on essaye de traiter ces questions. On a construit, sur la question de la viticulture biologique en particulier, on a construit un réseau qui est aussi un laboratoire d'innovation territoriale qui s'appelle Bacchus et qui est en fait très concrètement un réseau de 40 parcelles viticoles, la moitié conduite en agriculture biologique, l'autre moitié en agriculture dite conventionnelle, en tout cas non certifiée en agriculture biologique. Et en fait, c'est des paires de parcelles qui se ressemblent, c'est-à-dire qui sont dans le même paysage, qui ont le même type de sol, et qui sont sélectionnés. Donc là, vous avez l'exemple de 4 couples différents, le long de 2 gradients paysagers différents, un gradient de proportion d'agriculture biologique dans le paysage étant un rayon d'1 kilomètre autour de ces différents couples.
et ce gradient va de 0 à 30% maintenant d'agriculture biologique, et un gradient orthogonal au premier, qui est un pourcentage d'habitat semi-naturel dans le paysage, parce qu'on sait, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un élément important qui est structurant pour un certain nombre de taxons. Et donc il est important de prendre en compte si on veut évaluer proprement les effets de l'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle. Et donc on a monté ce réseau en 2015, et sur ce réseau, on monitore, on enregistre, on mesure tout un tas de variables que vous voyez résumées rapidement sur cette diapositive. Je ne vais pas toutes les détailler, mais en gros, on a l'intégralité des itinéraires techniques dans les parcelles. Et en termes de biodiversité, on caractérise ces différentes communautés. Et en gros, on va des microbes dans le sol jusqu'aux oiseaux et aux chauves-souris, en passant par les plantes, les araignées, les insectes, etc., les lombrics. Et on essaye en parallèle de caractériser la fonction ou les fonctions que rendent ces différents organismes. Par exemple, la régulation des insectes qui s'attaquent à la vigne, la dégradation de la matière organique dans le sol, qui est une fonction clé dans l'activité biologique des sols, etc. Et on mesure d'autres performances liées au système, comme la performance, enfin, le coût économique des pratiques, ou le rendement de la parcelle, etc. Et sur la base de ces données, on arrive à traiter certaines questions, et dont des résultats que je vais vous présenter juste après. Alors la première question, c'est quoi les effets de l'agriculture biologique en paysage viticole à l'échelle de la parcelle sur les différentes communautés que j'ai rapidement évoquées? Alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi je ne vois pas très bien, mais j'ai des mauvais yeux. Ces différents graphiques qui vous représentent l'abondance de différents groupes. Alors vous avez ici les pollinisateurs sauvages, donc c'est des cirfes, des bourdons, des abeilles sauvages, par exemple des abeilles solitaires. Ici, vous avez des araignées, ici, vous avez de la biomasse microbienne, et là, des colamboles, qui sont des petits animaux qui sont détritivores et qui participent à la décomposition de la matière organique dans le sol. Et vous avez en violet l'agriculture biologique et en gris l'agriculture conventionnelle. Et on parle uniquement ici d'abondance ou de biomasse, c'est-à-dire de nombre d'individus, on pourrait dire, pour faire plus simple. Et on voit assez vite qu'à l'échelle de la parcelle, il y a des réponses contrastées, on pourrait dire, des différents groupes. Là, je vous en ai mis que 4, mais il y en a bien plus que ça. Et on voit bien en gros que certains groupes bénéficient fortement des pratiques de la viticulture biologique. Par exemple, les araignées qu'on retrouve à la surface du sol. C'est des organismes qui sont très bien adaptés au milieu cultivé, au milieu perturbé, et qui réagissent très positivement au fait qu'il y ait plus de nourriture dans le milieu, par exemple. Et à l'inverse, les pollinisateurs sauvages, ils sont plutôt plus impactés par les pratiques de la viticulture biologique que l'agriculture conventionnelle. Et ça s'explique, et je vais vous l'expliquer après. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est en fait, il y a des gagnants et des perdants, comme tout le temps. Et c'est pas blanc et noir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui bénéficient, qui répondent positivement aux pratiques de la viticulture biologique, et des organismes qui répondent négativement. Et il y a aussi des organismes qui répondent absolument pas et qu'on retrouve exactement dans la même quantité dans les différents systèmes. On a fait le même travail pas sur l'abondance, mais sur la diversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qu'on retrouve dans différentes communautés, que je vous ai rapidement évoquées. Et on va des vers de terre, vous voyez, jusqu'aux araignées du sol, et on passe par plein de groupes différents, les oiseaux, les colamboles, les plantes. Ce graphique qui vous représente l'effet de l'agriculture biologique, c'est-à-dire la différence entre les parcelles en bio et en conventionnel. Si le petit rond et la petite barre est au-dessus, est positive, est au-dessus du zéro, ça veut dire qu'on a un effet positif de l'agriculture biologique. Et si on a une barre en dessous du zéro, ça veut dire qu'on a un effet négatif, c'est-à-dire que le conventionnel s'en sort mieux sur le nombre d'espèces différentes dans le groupe en question. Et alors là, vous voyez bien deux choses. La première, c'est que ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur l'abondance, c'est-à-dire qu'on a vraiment une hétérogénéité de réponses aux pratiques de la viticulture biologique, et que certains organismes répondent très positivement en nombre d'espèces, comme les araignées, et puis les vers de terre sont plutôt en fait affectés négativement. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un tas d'espèces qui ne sont pas franchement... En tout cas, la barre d'erreur est très importante. Elles sont plutôt favorisées, mais pas de manière significative, on pourrait dire. Et quand on poule tout ça, donc ça, je ne vous fais pas le détail de ce que sont ces différents indices, mais on voit bien qu'on a un effet en moyenne, à l'échelle de l'ensemble des réseaux trophiques, qui est positif. C'est-à-dire qu'en moyenne, on retrouve plus d'espèces dans les systèmes conduits en bio, mais vous voyez bien que, il y a une barre d'erreur et une incertitude forte associée, et puis que tout le monde ne réagit pas pareil. Donc en moyenne, on a plus de gagnants que de perdants en nombre d'espèces, et l'agriculture biologique tend à conserver un peu plus d'espèces. Ici, on a des résultats sur s'il y a un individu d'une espèce, on l'a conservé, évidemment. Et j'en viens à mon troisième message là-dessus, à l'échelle de la parcelle.
Là, je vous ai parlé d'abondance et je vous ai parlé de nombre d'espèces. Si on s'intéresse à la composition des communautés, c'est-à-dire l'identité des espèces, au-delà de il y en a un peu plus, il y en a un peu moins, est-ce que c'est des communautés qui sont très différentes, c'est-à-dire des espèces qu'on retrouverait dans un système et pas dans l'autre? Je ne vous ai pas mis le résultat pour tous les groupes, mais en fait, ce qui ressort à chaque fois, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes communautés dans les deux systèmes, ce qui n'est pas très étonnant. Ça reste des vignes, ça reste des milieux pérennes qui sont cultivés quand même de manière assez proche, et on a moins de différence entre deux vignes cultivées en bio et en conventionnel qu'entre une vigne et une prairie permanente. Et donc on retrouve les mêmes communautés de pollinisateurs sauvages ou les mêmes communautés d'arthropodes à la surface du sol. C'est juste leur abondance et le nombre d'espèces qui varie un petit peu, mais globalement on a les mêmes espèces dominantes dans les deux systèmes. Alors ensuite, on s'est intéressé à cette question de savoir qu'est-ce qui drive les effets de l'agriculture biologique, parce que c'est bien sympa d'avoir des effets bio-non-bio. Vous voyez qu'il y a une incertitude importante, donc on s'est demandé quelles sont les pratiques ou les combinaisons de pratiques qui expliquent ces effets-là. Et donc là, alors je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais ça représente les pratiques des viticulteurs. En violet, vous avez les bio, en gris, vous avez les conventionnels. Et vous voyez deux choses aussi là. Vous voyez qu'il y a un axe ici qui est d'un côté le travail du sol et l'autre l'utilisation d'herbicides et de fongicides, qui est plutôt associé d'un côté au bio, c'est-à-dire que les bio travaillent quand même plus les sols, en tout cas sur notre réseau, et les conventionnels utilisent plus d'herbicides évidemment et de fongicides aussi. Alors là, c'est l'IFT qui est utilisé derrière ces différents indicateurs. Et vous voyez aussi qu'il y a la quantité d'insecticides qui est absolument orthogonale aux deux groupes. Et en gros, les bio et les conventionnels, ils mettent des insecticides, évidemment, et c'est principalement des traitements obligatoires, soit donc certifiés en bio dans un cas, soit de synthèse dans l'autre. Et donc en fait, c'est cet axe-là qui est fortement discriminant pour toute une partie de parcelle. Et puis vous voyez aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des bio et des conventionnels qui sont tout à fait similaires de ce point de vue-là. Et donc là, on commence à rajouter un peu de nuance, c'est-à-dire dans la différence entre bio et conventionnel, et on voit bien que c'est plutôt les pratiques qui sont réalisées par les viticulteurs, indépendamment de leur certification, qui va expliquer en fait les effets qu'on va observer sur la biodiversité. Je vous passe un peu les détails, mais on a réutilisé du coup cet axe-là pour essayer d'expliquer par exemple l'abondance des pollinisateurs ou l'abondance des colamboles. Et on voit bien que cet effet négatif qu'on observait sur les pollinisateurs sauvages chez les bio, il vient principalement du fait que les bio, en moyenne, sur notre réseau en tout cas, ils travaillent plus le sol et donc du coup, on diminue la ressource en fleurs pour les pollinisateurs et donc forcément les pollinisateurs, ils vont un peu moins dans ces parcelles-là, ils vont un peu plus ailleurs. Et l'histoire est un peu plus compliquée, mais je vous garde un peu de suspense pour la suite. Et alors, pareil, là, je ne vais pas tout vous détailler, mais en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au-delà des systèmes certifiés ou non en agriculture biologique ou pas, il y a vraiment des pratiques qui sont absolument fondamentales pour expliquer la réponse de la biodiversité. C'est donc l'utilisation d'insecticides, bio ou non bio. On voit que les pollinisateurs sauvages, les carabes ou les colamboles répondent tous négativement à l'utilisation d'insecticides. Donc, si on met de l'insecticide dans une parcelle, ça semble évident, mais bon, il y a moins d'insectes, hein, donc voilà, on le retrouve très bien dans les parcelles. Et on a des impacts aussi très importants du taux de cuivre qu'on retrouve dans le sol, les colamboles en particulier, ces petits détritivores qui donc répondent très fortement au taux de cuivre qu'il y a dans le sol et qui est plutôt lié à l'historique de la parcelle plutôt qu'à l'utilisation une année donnée du cuivre par le viticulteur. Et les vers de terre, là pour reparler d'eux, sont très sensibles au travail du sol et évidemment, si vous faites un enherbement naturel, spontané, que vous laissez plusieurs années, vous avez plus de vers de terre en abondance en comparaison d'un système que vous travaillez, voire même que vous semez, quoi. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est plus les pratiques et les combinaisons de pratiques que les systèmes dans l'absolu qui drivent les effets sur la biodiversité. Je voulais aussi en profiter pour dire que cet effet de l'enherbement, il est très marqué. Il est marqué, donc là c'est indépendamment de la question du bio encore une fois. Vraiment, quand on augmente la présence ou quand on favorise la présence d'un couvert végétal spontané, d'autant plus dans les parcelles de vignes, on a des effets très marqués sur la biodiversité en abondance et en richesse, mais aussi sur des fonctions clés, notamment la régulation des bioagresseurs, la séquestration du carbone aussi, mais on limite évidemment l'érosion des sols et la fertilité. Donc il y a comme ça une sorte de cercle vertueux un peu indépendamment du schéma de certification, on pourrait dire, qui est important. Alors après, on s'est posé la question aussi, au-delà des effets purement sur la biodiversité, quelques fonctions clés, quels sont les impacts des pratiques de l'agriculture biologique en viticulture sur le fonctionnement de la parcelle et les profils de performance agronomique, économique et écologique. Et donc là, c'est des résultats qui sont issus essentiellement d'une année. Je ne sais pas encore si vous les distinguez beaucoup, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ce schéma si on ne voit pas grand-chose. En jaune, vous avez les bio et en gris, vous avez les conventionnels.
Et on a mesuré tout un tas de performances. Donc en bleu, là, vous avez ce qui relate l'abondance et la diversité des espèces, donc ce dont je viens vous parler, en gros, très concrètement. Et puis ensuite, vous avez quelques fonctions clés, la régulation des bioagresseurs, la présence de bioagresseurs dans la parcelle, et puis après d'autres facteurs un peu agronomiques, on pourrait dire, l'utilisation de produits phytosanitaires, une autre fonction écologique ici qui est la décomposition de la matière organique, le coût des pratiques, alors le coût de l'équipement, de la main-d'œuvre et aussi le coût des intrants, et puis les rendements. Et en fait, l'idée de cette diapositive, c'est juste de montrer qu'il y a vraiment des profils très différents entre bio et conventionnel, et qu'en fait, évidemment, c'est une histoire de synergie et de compromis, quoi. Et c'est-à-dire que l'agriculture biologique va favoriser certaines fonctions, par exemple la régulation des tordeuses de la grappe. Ça, on va avoir, c'est un insecte qui s'attaque à la vigne. Là, on va avoir une meilleure régulation parce qu'on a tout simplement des communautés d'ennemis naturels qui sont plus abondantes dans ces parcelles-là. À l'inverse, on a des rendements en bio qui sont moindres, en tout cas sur les années utilisées dans cette analyse. Et donc, il y a des synergies fortes entre conservation de la biodiversité et régulation des tordeuses, par exemple, et des compromis entre rendement et utilisation de phytosanitaires. Évidemment, si on utilise plus de phyto, on a en général en moyenne des meilleurs rendements, et c'était le cas sur le réseau chez les conventionnels. Et donc, du coup, l'idée, c'est essentiellement de se dire que ces synergies et ces compromis, ils sont arbitrés en fonction des enjeux portés par les territoires ou portés par les viticulteurs, c'est-à-dire qu'on peut choisir de faire tel ou tel système si on se place dans l'optique de faire telle marge, par exemple économique, ou si l'objectif c'est de conserver la biodiversité, ou si c'est de maximiser les fonctions rendues par la biodiversité. Et donc là, on ne va pas avoir les mêmes stratégies à l'échelle d'une parcelle, d'une exploitation ou d'un paysage. Ça semble un peu évident, mais c'est bien de le dire. Après, au-delà des effets à l'échelle de la parcelle, et ça aussi c'est quelque chose d'important, sur la question de la biodiversité, évidemment les échelles supraparcellaires elles sont très importantes. Et un peu indépendamment de ce qu'on va faire dans une parcelle, ce qu'il va y avoir autour de la parcelle c'est fondamental, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, la présence d'habitats comme des forêts, des prairies permanentes ou des haies qui vont venir finalement favoriser la présence d'espèces qui vont se développer dans ces paysages-là. Et en fait, dans les paysages viticoles, c'est tout à fait marqué, quoi. Il y a par exemple, je ne vais pas vous faire le détail de tous les groupes, mais les pollinisateurs sauvages d'un côté ou les oiseaux de l'autre côté sont des organismes qui répondent beaucoup à la diversité des paysages et à la présence d'habitats semi-naturels. Et ça un peu indépendamment de bio ou non bio. C'est-à-dire que si on a une parcelle en bio dans un paysage ultra simplifié, sans une haie, sans une prairie, sans une forêt, on va avoir des effets locaux escomptés de la bio qui vont être nuls ou marginaux, parce qu'il faut entretenir le paysage, parce qu'il faut donner en fait le gîte et le couvert à tout un tas d'espèces qui vont venir potentiellement exploiter des ressources dans la vigne. Et donc ça c'est hyper important, ça veut dire qu'en gros la bio ça a certaines vertus, mais par contre c'est pas une solution unique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois combiner les leviers, là ici à des échelles paysagères, pour limiter en fait l'impact des pratiques agricoles ou viticoles sur la biodiversité. Et ces effets-là, ces modifications paysagères, elles se retrouvent aussi en termes de bénéfices pour le viticulteur. Ça, c'est l'exemple des oiseaux. Quand on augmente la présence de forêts, par exemple, et de haies dans un paysage viticole, on augmente la part d'oiseaux insectivores dans la communauté des passereaux qui utilisent le paysage. Et on augmente, alors là, ici, c'est via l'installation de nichoirs, mais on a les mêmes effets quand on favorise la présence de haies. La prédation d'insectes qui s'attaquent à la vigne potentiellement avec des facteurs intéressants, 2, 3 ou plus, quoi. Et donc il y a aussi un bénéfice direct pour le viticulteur de mettre en place des aménagements extra-parcellaires. Ce que je voulais vous dire aussi, alors ça c'est peut-être un peu redondant, mais c'est que dans la même manière que le contexte paysager est important d'un point de vue des habitats non cultivés, évidemment, les surfaces en bio dans les paysages, elles vont être importantes aussi. Et là encore, on a des réponses qui sont contrastées en fonction des groupes. Les carabes, par exemple, sont plutôt des insectes qui réagissent négativement aux pratiques de la bio. Et donc, quand on a beaucoup de bio dans un paysage et qu'on travaille beaucoup les sols, c'est des insectes qui sont à la surface du sol, et ben on a plutôt moins de carabes et en diversité moins élevée. À l'inverse, on va retrouver des micro-arthropodes dans le sol qui, eux, répondent positivement, quoi. Et c'est là où en fait, il faut réfléchir en termes de stratégie d'aménagement à l'échelle des paysages ou des territoires, à la fois en prenant en compte les pratiques dans les parcelles, mais aussi dans des espaces territoriaux, quoi, on pourrait dire.
Eh bien, c'est simple, il ne me reste plus que 2 diapos. En fait, nous, ce qu'on cherche à faire, au-delà de mettre en évidence les effets de certaines pratiques ou de certains systèmes, certaines caractéristiques paysagères, ce qu'on essaye de faire, c'est de hiérarchiser les différents facteurs environnementaux. Et là, vous avez différents exemples. Je ne vais pas les détailler du coup parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait, si on est intéressé par conserver plutôt les arthropodes ou plutôt les oiseaux, les leviers ne sont pas les mêmes. Et du coup, en termes de gestion, on n'a pas les mêmes outils derrière, quoi. Et donc, mettre en évidence que c'est surtout des leviers parcellaires et surtout le système de certification qui va être important pour conserver les araignées, c'est pas la même chose que si on cherche à maximiser la diversité des pollinisateurs, où là, ça va être plutôt, par exemple, des leviers, encore une fois, paysagers et une diversité des paysages et des cultures et des espaces non cultivés dans les paysages. Donc, en fait, tous ces éléments, ça nous aide à définir finalement un paysage viticole qui serait peu idéal pour favoriser la biodiversité et finalement les synergies et limiter les compromis entre groupes ou entre différentes fonctions. Et donc du coup j'en viens à ma conclusion. Donc je pense que vous l'avez bien compris, il n'y a pas de réponse unique donc, de la biodiversité aux pratiques viticoles, il y a une variabilité des effets et il y a beaucoup d'interactions. Donc il n'y a pas de système miracle, mais il y a un système qui favorise un certain nombre de synergies. Et puis il y a surtout des pratiques transversales au système certifié en bio ou non qui sont à valoriser dans les différents paysages viticoles. En moyenne, il y a plus d'espèces et on retrouve des communautés plus abondantes dans les systèmes en bio. Au-delà de la certification, c'est bien les pratiques viticoles et le contexte paysager qui sont les drivers numéro 1 et donc du coup les leviers pour limiter l'érosion de la biodiversité. Et il y a du coup besoin d'évaluer plus finement les effets de l'expansion spatiale de la bio sur tout un tas de facettes et de composantes de la biodiversité. Et enfin, il y a surtout une nécessité, je pense, pour les parties prenantes, donc c'est-à-dire les viticulteurs, les décideurs publics, les citoyens, de déterminer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils mettent comme enjeu derrière la conservation de la biodiversité. Parce qu'il y a plein d'enjeux liés à la conservation de la biodiversité. Et on ne fera pas la même chose si on veut conserver une espèce en particulier, si on veut maximiser les fonctions rendues pour les viticulteurs, ou si on veut favoriser la biodiversité pour le promeneur lambda dans les paysages viticoles. Et donc c'est par là qu'il faut commencer si on veut savoir ce qu'il faut faire, je pense. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. Donc, là, on voyait les impacts de 2 effets, donc les pratiques bio, contrairement aux conventionnelles, et puis la diversification du contexte paysager. Et bon, si je me fais un peu l'avocat du diable, on se dit, bon, ben, à quoi ça sert d'aller dans le bio si on n'a pas en même temps la complexification du contexte paysager, parce qu'on voit que l'un vient potentialiser l'autre. Et du coup, je me posais la question, on suit beaucoup les chiffres de l'augmentation des parcelles augmentées au bio, mais est-ce qu'il y aurait un indicateur finalement qui nous permet de suivre comment évolue la complexification du contexte paysager ? Parce qu'en fait, on voit qu'on a énormément de moyens à mettre aussi là-dessus si on veut que les effets du bio soient potentialisés. Oui, c'est une très bonne question. Il y a des indicateurs un peu macro de composition et de configuration des paysages. Tu vois, la proportion de forêts, de prairies permanentes, ça, on a des bases de données nationales là-dessus, quoi, qui sont remises à jour, je pense, tous les 2 ans ou 3 ans. Donc voilà. Et après, ce qui manque là-dedans, c'est la qualité des habitats. C'est-à-dire qu'on a l'utilisation du sol, quoi. On sait que c'est une forêt, on sait que c'est une prairie. Par contre, on ne sait pas la qualité de cet habitat. Et une manière de caractériser ça, c'est par exemple pour une prairie, le nombre d'espèces végétales qu'on va y retrouver. Ça, c'est très corrélé à son âge et à sa diversité et finalement à sa fonctionnalité. Et donc ça, on n'a pas tellement d'éléments là-dessus. Et je pense qu'on a le même problème sur les haies, là, avec le programme national d'implanter des haies. Enfin, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais il y a haies et haies, quoi. C'est-à-dire que si on a une haie champêtre avec des espèces, des essences locales, une diversité maximale, c'est pas la même chose qu'une haie de platane, quoi. Et donc, je pense que le facteur limitant, il est sur cet aspect-là, pas tellement sur le côté quantité, quoi, et distribution spatiale de ces éléments, on va dire, des infrastructures agroécologiques, mais plutôt sur leur qualité. Il y a une attention effectivement à porter à la parcelle, puisque le raisonnement, il est quand même surtout celui-là, en fonction des objectifs du viticulteur aussi, des services rendus par la nature, etc. Après, il y a une autre échelle à laquelle aussi il faut être vigilant en termes de raisonnement et d'action sur un enjeu un peu plus macro sur certaines espèces à enjeu, notamment ce qu'on appelle les espèces parapluies. Donc là, effectivement, à l'échelle d'une parcelle en viticulture, moi je ne connais pas les espèces parapluies qui peuvent être présentes ou non et qui sont des bioindicateurs intéressants
qui peuvent donner une bonne indication de la biodiversité et de tout ce que ça peut représenter derrière. Je voudrais juste pas, si on peut en tout cas, qu'on accompagne les viticulteurs en ce sens, sur les enjeux un peu au-delà de la parcelle d'une commune, parce que les paysages ils changent. Alors ils changent avec l'agriculture, mais ils changent au contact des milieux urbains aussi, et avec le reste des autres pollutions. Et il peut y avoir des enjeux complémentaires à cette échelle un peu au-dessus sur certaines espèces qui peuvent être présents. Oui, je ne peux pas être plus d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Là, dans nos approches, on a une approche très biodiversité ordinaire et voire fonction rendue par cette biodiversité. Il y a évidemment des enjeux de conservation de certaines espèces qui sont absolument fondamentaux, et il y a déjà plein d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là, quoi. Et en effet, quoi, mon parti pris, on pourrait dire, c'était plutôt de présenter un peu la biodiversité, surtout sur l'approche fonction et service, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à intéresser, c'est pas que comme ça, hein, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à intéresser les agriculteurs ou les viticulteurs, parce qu'il y a un peu bénéfice ou retour un peu sur un investissement, entre guillemets, alors que ces échelles spatiales plus larges, elles embarquent d'autres enjeux, qui font plutôt appel à la tragédie des communs, etc., où en fait, les actions qu'on fait localement, elles n'ont pas forcément d'effet. Et donc, du coup, là, il y a un peu un parti pris là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, évidemment, quoi. Et il y a plein d'acteurs associatifs qui font un super boulot là-dessus, quoi. J'ai une dernière question. Je trouve ça super intéressant que vous ayez fait le lien du coup entre le label AB et préservation de la biodiversité, parce que, sauf si je me trompe, dans le label AB, justement, il n'y a pas mention de la protection de la biodiversité. Et justement, il y a eu un accrochage dernièrement entre HVE et bio, où HVE reprochait au label bio de ne pas inclure cette donnée. Et votre présentation montre qu'avec le label AB, on a quand même des résultats, des effets sur la protection de la biodiversité. Donc, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce sens? Non, j'ai plusieurs choses à dire. Le premier, c'est oui, en effet, on peut le voir comme ça. Ça dit aussi quand même que la bio, aussi, je ne suis pas le mieux parlé pour parler de ça, mais c'est un cahier des charges, c'est une exigence de moyens, on pourrait dire, pas de résultats, quoi. Et donc, en effet, on voit que il y a des résultats, il y a des effets quand même, mais il y a aussi de la variabilité dans ces effets. Et moi, j'insiste un peu là-dessus parce que finalement, on peut avoir une approche un peu clivante, bio-non bio, et on voit bien dans la petite graphique où je vous ai présenté les pratiques, en fait, c'est un continuum, quoi, les pratiques viticoles. Et j'ai des cas de viticulteurs biologiques qui ont des pratiques très intensives et inversement, quoi. Donc, moi, je suis un peu toujours gêné avec cette question, quoi. C'est qu'en moyenne, il y a des effets, et à différentes échelles. Mais il y a aussi des viticulteurs qui ne sont pas certifiés, qui ont des pratiques qui sont vertueuses, et il faut pas. Mais je pense que tout le monde a y gagné, quoi. Il ne faut pas opposer les gens, quoi. Après, sur l'accrochage HVE bio, je pense que HVE n'a rien à expliquer à la bio. Et voilà, quoi. Donc, mais en fait, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'il faudrait plus de labels. Alors après, moi, j'aime pas non plus avoir des millions de labels, mais il faudrait des labels qui soient plus basés sur les effets finalement que sur les moyens. Mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, quoi. Donc c'est tout le travail qu'on essaie de faire, c'est celui-là, quoi. C'est de se caractériser ça, quoi.